C'est une nouvelle semaine qui commence et avec elle, les informations sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue à tous, voici les titres du journal. L'Organisation panafricaine des femmes a 58 ans. L'OPF a été à l'avant-garde de toutes les luttes de libération du continent. Son anniversaire a été commémoré ce lundi à Conakry en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Le film dès le début de ce journal. L'heure est à la reprise pour les candidats aux examens de sortie à Mamou. Toutes leurs copies ont été emportées il y a quelques jours par des coupeurs de route. Le département déplore la situation, mais que s'est-il exactement passé? Notre correspondant est sur place. Nous nous rendrons enfin à la cité de Solidarité où un nouveau défi attend les personnes vivantes avec le handicap. Elles doivent produire 5000 bidons de savon made in Guinée. L'opération commence déjà bien, vous le verrez. Voilà pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret portant nomination de hauts cadres au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Mami Yabi, précédemment directeur général adjoint de la SOGEB, est nommé directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT. Article 2, Madame Aminata Kaba, précédemment directrice générale adjointe de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, est nommée directrice générale adjointe chargée des opérations de la SOGEB. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 août 2020, signé professeur Alpha Condé. Souvenez-vous, il y a 58 ans, presque jour pour jour, les femmes se mobilisaient pour la libération totale de l'Afrique et pour le développement socio-économique du continent. Elles se sont alors constituées autour d'une entité qu'elles ont appelée Organisation panafricaine des femmes. C'est une entité qui résiste au temps et qui inspire encore les nouvelles générations. Ce 58e anniversaire a été commémoré aujourd'hui à Conakry en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Hadi Camara. C'est en différé que la Guinée commémore la naissance de l'Organisation panafricaine des femmes. 58 après, cette organisation dont la première présidente fut la Guinéenne Hadja Martin Sissi est toujours vivace. Les femmes venues des ONG, groupements féminins et autres structures d'autonomisation se sont mobilisées pour faire face aux grands défis du moment. Pour le gouvernement, cet anniversaire symbolise l'engagement et la détermination des femmes africaines dans la lutte pour l'émancipation du continent. Une occasion pour la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes de rappeler les valeurs qui fondent l'égalité et l'émancipation des femmes. Force est de reconnaître que la situation de précarité chez les femmes s'exacerbe à travers le ralentissement de leur activité économique suite à la survenance de la Covid-19. À titre illustratif, l'état d'urgence sanitaire a causé la fermeture de la totalité des frontières, compromettant l'écoulement des quantités importantes des produits agricoles et artisanaux. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a soutenu l'implication des femmes et filles dans la lutte contre la Covid-19 à travers la production d'outils de protection et de kits d'hygiène par les centres d'autonomisation des femmes de mon département. Première véritable structure politique d'intégration de tout le continent, l'Organisation panafricaine des femmes a enregistré des progrès majeurs en matière de promotion des droits et de reconnaissance du rôle joué par les femmes dans la marche des sociétés africaines. Mais aujourd'hui encore, d'importants défis se posent pour que la femme retrouve sa totale dignité. En ce jour marquant le 58e anniversaire de l'OPF, je suis très heureux d'être avec vous, à vos côtés, Madame la Ministre, et de vous transmettre à vous les femmes de Guinée et à toutes vos sœurs d'Afrique mes chaleureuses félicitations. Je le fais au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui reste attaché et attentif à la question de l'émancipation de la femme. En ce jour anniversaire, j'ai une pensée profonde pour toutes ces vaillantes pionnières
dont la bravoure et la vision panafricaniste ont permis à votre organisation, l'OPF, de s'affirmer comme une véritable force motrice pour l'édification d'une Afrique unie et intégrée où les droits des femmes sont reconnus et respectés. Je pense plus spécialement à une femme d'exception, une femme de courage et de conviction, dont la vie et les combats illustreront à jamais la contribution des femmes africaines à la liberté, l'égalité et l'autonomisation. Il s'agit bien, vous le devinez, de notre compatriote, la grande Amazone, feu Madame Jeanne Martin Cissé. Première dirigeante de l'Organisation panafricaine des femmes et première femme à diriger le Conseil de sécurité des Nations Unies. En me joignant à vous, Madame, Mademoiselle, pour célébrer l'organisation de panafricaine des femmes, je veux vous renouveler l'engagement ferme du gouvernement à œuvrer pour renforcer et élargir ces efforts visant à garantir aux femmes de notre pays la dignité d'une vie épanouie et protégée. Au cours de cette célébration en Guinée, des séries d'activités sont projetées. Il s'agit notamment de la campagne de sensibilisation axée sur la lutte contre le coronavirus en Guinée, le renforcement de l'unité nationale, la promotion de la cohésion sociale et la consolidation de la paix, en prélude à la prochaine joute électorale. Et au même moment, les épreuves pratiques des examens de sortie des écoles professionnelles ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 20 000 candidats seront évalués dans plus de 100 filières. Au quartier Lambani, ici même à Conakry, c'est le directeur national de l'enseignement technique qui a lancé les épreuves. Ces évaluations se déroulent dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire et sous le slogan « Tolérance zéro ». Moussa Komara. Au centre d'application de l'Institut de formation professionnelle en santé de Lambani, elle s'apprête à affronter les épreuves pratiques. 2 salles de compétences sont retenues pour évaluer leur niveau. Des numéros sur la table. Chaque candidat tire au sort et passe devant les jurys. 2 types de questions sont posées aux candidats. Touré Rayanatou, par exemple, tombe sous la définition de la température, ses variantes et ses types. Pour cette future infirmière, le sujet est à portée de main. Pour la première fois quand même, j'avais trop le stress, mais là, maintenant, je me sens bien, je me sens dans ma peau. Je pense que pour une première fois, j'ai bien assuré. La manière dont j'étais stressée le matin, dès ma entrée dans les salles, les professeurs m'ont mis bien, ils m'ont bien accueilli, j'étais bien à l'aise quoi. 226 candidats venus de 5 écoles passeront ici devant le jury. Chaque candidat a 5 ou 10 minutes pour répondre à toutes les questions. L'exercice va durer 4 jours. Il permet aux apprenants de montrer leur niveau de compréhension durant tout le cycle. Il y a du matériel qui est disposé. Ce matériel-là, l'étudiant choisit, nomme le matériel et choisit le matériel en question. À la fin, l'évaluation est sanctionnée par une note finale qu'on attribue à l'étudiant à l'anonymat. Ainsi, à l'école supérieure des sages-femmes de Kobaya, 318 futures sages-femmes attendent d'être évaluées. Elles sont venues de 8 écoles de santé privées, des équipements à leur portée. Ces postulantes sont invitées individuellement à montrer leur savoir-faire. Cette candidate de nationalité béninoise est invitée à expliquer le processus de lavage de mains. Pour laver les mains, il faut mouiller suffisamment ses mains, mettre le savon correctement pour recouvrir toutes les surfaces. Après, tu fais pot à pot pour un mouvement de rotation pour laver les paumes. Les dispositions que nous avons vues à Lambani et maintenant là à Kobaya, nous pensons, si les examinateurs à leur tour prennent le sérieux pour faire correctement leur travail, je pense que nous aboutirons à des résultats efficients. Environ 50 candidats seront évalués par jour dans chacun des centres. Partout dans ces écoles, les mesures barrières sont respectées. Le défi, zéro contamination au Covid-19 dans les écoles.
Merci Moussa Komara. Nous allons vous parler maintenant d'un fait qui se passe de tout commentaire. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs. 15 000 copies des candidats aux examens de sortie des écoles professionnelles de Mamou viennent d'être emportées par des coupeurs de route. Le ministère de l'enseignement technique déplore la situation. Il a ordonné la reprise immédiate des épreuves. Mais que s'est-il passé réellement? Mamadou Paté-Baldé est sur place. Après la fin des épreuves des examens de sortie des écoles professionnelles, des dispositions urgentes avaient été prises pour l'acheminement des copies pour la correction à Conakry. En cours de route, le véhicule qui transportait les documents a été attaqué sur l'axe Mamou-Kindia par des bandits. Les copies des candidats des différents centres d'examen de la région de Mamou ont été emportées. On était tous désolés. Moi, j'étais à Mamou ici quand l'événement s'est produit sur la route de Mamou-Conakry. Ils ont été attaqués, ils ont tiré dans l'espoir, peut-être, même ça, je ne peux pas le dire à 100%. Ils ont attaqué, quand ils ont vu le carton, ils ont pensé peut-être que c'est de l'argent. Ils ont pris le carton. Pour cette session, ils étaient près de 300 candidats venus des écoles professionnelles de l'ENAE de Tolo, du centre de formation post-primaire de l'Institut Bel Avenir et de l'ENATEP de Mamou à passer ces examens. Conscient de l'importance de ces évaluations, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a ordonné la reprise immédiate de ces évaluations dans toutes les écoles. Pédagogiquement, il est dit que quand les copies ne sont pas retrouvées, il faut reprendre l'examen. C'est pour cela que le ministère nous a instruit à reprendre et qu'ils vont envoyer des sujets. Effectivement, ils ont envoyé quelqu'un ici qui nous a envoyé les sujets. Aujourd'hui, on est en train de reprendre. Tout se passe très bien. Comme vous le voyez, il n'y a aucun élève qui est absent. Depuis ce matin, les examens ont été officiellement lancés. Ici, à l'Institut Bel Avenir, les candidats ont déjà passé les épreuves de français, de pédiatrie et d'épidémiologie. Nous déplorons vraiment, et ça, vraiment avec l'organisation qui a été sur place ici, ça a été très bien passé. Et puis, nous avons suivi les instructions réelles de la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et les épreuves, comme vous le voyez, ont débuté très bien, surtout avec le français le matin. Et maintenant, il y a la pédiatrie pour les sages-femmes et l'épidémiologie pour les autres options. Après les examens théoriques, les candidats doivent affronter les examens pratiques. Pour l'instant, ces examens se passent dans le calme et la sérénité. Et puis, une cinquantaine de jeunes leaders syndicaux et acteurs de la société civile renforcent leurs compétences en matière de problématiques de la paix. Pendant 2 jours, ils seront outillés en technique de prévention des conflits en période électorale. L'initiative est du ministère de la Jeunesse, pilotée par l'association Trait d'Union des jeunes guinéens. Diamokaba. La prévention des conflits en période électorale s'intensifie. À l'approche de la présidentielle, le ministère de la Jeunesse met l'accent sur la promotion du dialogue et l'engagement des jeunes pour une élection apaisée et sans violence. Ici, une cinquantaine de jeunes s'approprient les notions de paix et des valeurs de citoyenneté. Nous donnons beaucoup d'importance à cette formation. Ça, c'est au niveau du département. Nous avons des activités qui sont beaucoup consacrées au problème de paix et de quiétude au sein de la jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire à la jeunesse guinéenne, c'est de faire preuve de beaucoup de retenue. D'abord, mettre le pays en avant. D'abord, l'avenir de ce pays, c'est pour les jeunes. C'est nous les véritables acteurs pour un développement, un changement du futur. Ça nous permet non seulement d'être outillés en technique d'animation et de communication, mais aussi ça nous permet d'être des acteurs et des actrices de développement au sein de notre communauté. Donc cette formation a vraiment une importance capitale pour nous. Pendant 2 jours, ces jeunes leaders syndicaux et acteurs de la société civile seront outillés pour être des promoteurs de paix sur le terrain. L'ambition affichée est de minimiser les risques d'instrumentalisation sociale et politique des conducteurs de mototaxi. L'objectif sera d'aller les voir, leur dire qu'ils sont des couches importantes dans la société et qu'il va falloir faire attention, surtout en cette période assez sensible pour le pays, de faire très attention, de ne pas se laisser instrumentaliser que par les politiques et par les acteurs sociaux.
Donc ils prennent leur responsabilité à faire en sorte que la paix règne dans la cité. Dans les prochains jours, ces agents sensibilisateurs sur la prévention des conflits seront déployés dans les 5 communes de Conakry. Ils devraient être capables d'orienter les citoyens sur leur rôle dans la consolidation de la paix avant, pendant et après la présidentielle. Un mot de sport dans ce journal à présent. La Guinée s'active dans les préparatifs de sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Les autorités comptent s'appuyer aussi sur le privé pour réussir la grand-messe du Cuiron qui aura lieu chez nous en 2025. Une société turque veut ainsi investir plus de 2 milliards de dollars dans la construction des infrastructures prévues à cet effet. Une rencontre entre les responsables de la société et les membres du COCAN a eu lieu ce lundi à Conakry. Le point avec Fatoumata Matizassouma. Cette délégation de la Turquie était ce lundi dans les installations du COCAN 2025. Composée de 8 personnes, ces représentants de la société Müller Holding avaient pour mission de solliciter un partenariat pour la construction des sites prévus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Le président du COCAN 2025, préoccupé par le sujet, avait pour souci majeur la problématique de financement. Mais il se dit soulagé par les propositions de la société Müller Holding. Les partenaires que vous venez de voir ici sont en train de réaliser l'un des plus grands stades de 50 000 places à Dakar. Ils sont venus nous rencontrer et la société est prête à nous apporter à peu près 2 milliards 500 millions de dollars pour la réalisation du projet. Et la société est prête à nous accompagner après le financement, mais elle est prête à nous accompagner pour la réalisation des infrastructures. Mais je vous informe que ce n'est pas la première société que nous avons rencontrée. Nous avons rencontré plusieurs autres sociétés. Nous avons rencontré une société américaine à travers le chef de l'État. Avec ces sociétés, on a déjà signé et cette société est prête à réaliser 4 stades en Guinée. La société Müller Holding, pour sa part, se dit prête à s'engager dans un tel projet, mais elle manifeste le besoin d'une garantie. Nos attentes, c'est juste de pouvoir travailler demain avec l'équipe de la CAN, technique de la CAN, pour pouvoir répondre à toutes leurs questions et attendre, trouver un terrain d'entente. Nous, on est là pour travailler avec la Guinée. Aux alentours des stades, nous allons faire des boutiques, des malls, pour que après la Coupe d'Afrique, ces buildings ne seront pas juste là-bas sans que la population puisse utiliser ça. Donc on va accompagner la Guinée à ce niveau et on a déjà le financement. Comme on le voit, la CAN 2025 en Guinée prend corps et forme avec de telles annonces. Espérons que les choses aillent plus vite afin que les premières pierres soient posées pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Justice, le parquet du tribunal de première instance de Kaloum s'engage dans la bataille contre la corruption et le détournement des deniers publics. Le procureur de la République vient de faire la situation des malversations financières. Plusieurs dossiers sont passés au peigne fin et c'est une initiative qui s'inscrit, vous allez le voir, dans l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Tierno Younoussaba. Plusieurs personnes sont attendues devant la justice pour corruption. Le parquet de Kaloum a engagé des enquêtes sur une affaire de malversation de numéros matricules à la fonction publique. L'affaire concerne 2000 numéros matricules qui seraient détournés. Les titulaires constitués partie civile dans le dossier demandent leur réhabilitation. On ne peut pas, à partir d'un arrêté ministériel, engager des cadres replacés, hiérarchie A, B et C, et que ce soit d'autres personnes qui viennent profiter de ces matricules. Ça, c'est extrêmement grave. C'est pour cela que nous disons que nous allons prendre les dispositions qu'il faut pour que le dossier soit jugé et que tous ceux qui sont dans cette affaire soient démasqués. Le parquet de Kaloum a aussi sur sa table une affaire de détournement de fonds publics portant sur la disparition non justifiée de 51 millions de dollars. Le dossier met en cause certains cadres de l'ARPT. Tu ne peux pas parler de détournement à l'ARPT et aller chercher ailleurs. Donc c'est au niveau du ministère des Télécommunications. Et je crois avec la dextérité que je connais en ce juge d'instruction que nous avons ici, le travail est en train d'être bien mené. Mais c'est grave, c'est gravissime. Il faut que les Guinéens comprennent que les deniers, ce qui appartient à tout le monde, on ne peut pas se glorifier d'en être le maître.
En plus de ces procédures, d'autres cas de crimes attendent d'être examinés. Le parquet va se pencher sur l'assassinat d'un jeune par vindicte populaire dans la commune de Kaloum pour vol de pagne. Le parquet a aussi placé 2 individus en détention pour cause d'attaque à main armée en haute mer. En plus bref et en image, la Cour constitutionnelle a une nouvelle greffière en chef après la Cour suprême. Madame André Camara a prêté serment ce matin devant les membres de la Cour. Son rôle sera principalement d'assurer l'archivage des actes et avis de l'institution. Des images de notre reporter Bakari Bamba Kondé. De solidarité. Pendant ce temps, un groupe de personnes vivant avec le handicap s'active dans la fabrication du savon. Elles visent 2 objectifs, promouvoir leur autonomisation et marquer leur participation à la riposte contre le coronavirus. Ce sont donc 5000 bidons de savon made in Guinée qui doivent être produits. Mohamed de Camara. Dans ces tubes, des savons en liquide. Ils sont l'œuvre d'un groupe de personnes à mobilité réduite. Leur combat quotidien, surmonter leur handicap. Pour l'équipe de Houssena Toubari, le handicap n'est pas une fatalité. Grâce à ces métiers, elles parviennent aujourd'hui à joindre les 2 bouts. Je suis membre d'une association de personnes handicapées, association guinéenne pour l'aide aux femmes handicapées. C'est là-bas que j'ai appris ce métier. Ce qui m'a motivé à faire ce travail, c'est pour que je sois autonome. Je jugeais nécessaire, au lieu de s'asseoir comme ça, aller dans les rues, faire la mendicité. J'ai dit, attends, je vais apprendre un métier. À travers le ministère de l'Action sociale, elle bénéficie d'un appui du PNUD. Pour la nouvelle commande, elle doit produire 5000 bidons de savon en liquide parfumé. Cette quantité sera vendue sur le marché local. Une manière pour elle de contribuer à l'effort de guerre contre la propagation du coronavirus. Les étapes, on met la pâte avec du sel. Tu malaxes d'abord, tu malaxes jusqu'à ce que ça se mélange très bien. Après tu augmentes l'eau. Au fur et à mesure, en malaxant, au fur et à mesure tu mets l'eau jusqu'à ce que tu gagnes la mesure que tu veux. Le parfum c'est le lendemain que je vais mettre. Nous avons élaboré un projet de production de kits sanitaires, c'est-à-dire production de savon liquide, savon en morceaux et des masques pour faire une distribution gratuite à la population guinéenne. Donc c'est dans ce cadre que nous avons contracté avec les personnes handicapées pour non seulement valoriser leurs compétences, mais aussi pour leur autonomisation. L'inclusion des personnes vivant avec un handicap est une préoccupation du chef de l'État. Pour encourager cette couche à se prendre en charge, le gouvernement guinéen, appuyé par le PNUD, a offert au mois de décembre dernier un centre moderne d'apprentissage des métiers pour les personnes handicapées. Et puis comment veiller à l'exécution correcte des projets de développement en Guinée? C'est la question qui préoccupe en ce moment l'action citoyenne, suivi indépendant des projets sectoriels. En Guinée forestière, plusieurs acteurs sont à l'école de collecte des données. C'est un projet soutenu par les partenaires français et piloté sur place par la Coalition nationale des organisations de la société civile. Lancé Kamisoko. Les organisations de la société civile apprennent les techniques de suivi indépendant des projets sectoriels en République de Guinée. Pour une durée de 6 mois, ce renforcement de capacité a pour but de veiller sur l'exécution correcte des projets de développement entamés par le gouvernement et ses partenaires. C'est un des volets de l'atteinte de l'initiative PPTE de la Guinée en 2012. Ça permet de faire en sorte que les activités de lutte contre la pauvreté, les activités de développement agricole, les activités de suivi des actions des mines puissent être développées grâce, n'est-ce pas, au financement que la Guinée peut bénéficier auprès des institutions telles que l'AFD et surtout le gouvernement français dans le cadre du financement, n'est-ce pas, de développement dans notre pays. Ces ESC viennent sur le terrain, voir la réalité sur le terrain pour voir est-ce que les infrastructures ont été réalisées en fait. Donc nous les formons dans ce sens pour venir suivre les activités sur le terrain et remonter les informations. Ce contrat de désendettement voudrait que le pays réinvestisse ses dettes dans son développement local. Pour ce faire, il faudrait donc un contrôle indépendant, d'où l'intervention de la société civile. Le contrôle est obligatoire dans toute action que l'homme doit mener
il faut instituer le contrôle. Si vous voulez que les résultats escomptés soient obtenus. Ces outils que nous allons acquérir après cette formation vont nous permettre de participer non seulement à la gestion du budget de l'État et à l'exécution des projets sur le terrain. Avec le potentiel agricole du pays, la Guinée pourrait ainsi accélérer son développement local en se basant sur l'implication des bras valides. L'objectif étant de favoriser l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, l'élevage, les mines et l'industrie. La joie est immense chez des sinistrés de la préfecture de Kankan après avoir été frappés par plusieurs catastrophes naturelles. Les communautés de Doko, Kourémalé bénéficient de l'assistance du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est un appui constitué de vivres et de non-vivres. Abakar Diaby. Ce don de vivres et de non-vivres, composé essentiellement de sacs de riz, de bidons d'huile, du sucre, de cartons de savon, entre autres, est destiné à la population sinistrée des localités de Doko, Nyandankoro, Wara, Sala, Bembeta et Kourémalé. Il y a de cela quelques mois, ces contrées de la préfecture de Sigiri ont été durement frappées par les catastrophes naturelles comme le vent violent, l'inondation et le feu de brousse. À travers la structure dénommée le Sénat, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation apporte son assistance à ces communautés affectées par ces drames. Il y a eu un vent violent qui a soufflé dans la sous-préfecture de Nyandankoro, plus précisément à Wara, qui a fait des victimes. Il y a eu feu de brousse qui a brûlé 3 districts de la sous-préfecture de Sigiri, à savoir Makadjan, Solabé et Amina. Et il y a l'inondation qui s'est produite à Doko, dans la sous-préfecture de Doko, plus précisément à Sala, à Bembeta et à Kourémalé où nous sommes. Ce geste est octroyé par le gouvernement guinéen, qu'il soit vivement félicité et remercié. Cette cérémonie de remise qui se tient dans le district de Kourémalé a mobilisé les autorités locales de la préfecture de Sigiri et les représentants des localités sinistrées. Ici, tous se réjouissent de ce coup de pouce du gouvernement guinéen qui vise à soulager les sinistrés. Après ces drames, toute la communauté entière de Sala, de Bembeta et de Kourémalé sont très contents. Les femmes surtout et la jeunesse, qui fait partie de la priorité du président de la République, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes dans le district de Kourémalé pour venir remettre des denrées aux sinistrés d'une inondation qui s'est effectuée ici. Nous prions Dieu que cela ne se répète plus dans Kourémalé. Et nous remercions infiniment le président de la République de ses actes qu'il est en train de poser. Ces derniers temps, si pour le gouvernement guinéen c'est important de venir en aide de façon financière et matérielle aux personnes sinistrées par les drames à travers le pays, il est aussi nécessaire de prévenir les risques de catastrophes naturelles en Guinée. C'est pourquoi, avant de remettre ce don aux bénéficiaires, ces missionnaires du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne sont pas passés par 4 chemins pour sensibiliser sur les méthodes de prévention de catastrophes naturelles très fréquentes dans nos communautés de l'arrière-pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à demain.